Alors, ça va rondement. C'était un programme chargé, on le savait. Donc, mon nom est Laurent Jérôme. Je suis anthropologue et professeur au département de sciences des religions de l'Université du Québec à Montréal. Actuellement, directeur de la revue Recherche amérindienne au Québec. J'anime avec ma collègue qui n'est pas là pour le moment, Caroline Nepton-Hott, professeure en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal, qui est aussi doctorante, c'est ça, sous ma direction. Et, oh, elle est là, pardon, Caroline. J'allais lancer plein de fleurs, mais en tout cas. Et donc, avec Caroline, on a proposé une table ronde. Alors, vous allez constater que c'est vraiment une table ronde qui a été pensée sous forme de discussion, pas de présentation formelle. Discussion dans laquelle vous allez pouvoir évidemment intervenir. On va essayer d'aller rondement. Une table ronde qu'on a nommée « Accessibilité, responsabilité sociale et diffusion de la recherche, perspectives d'avenir et pistes d'action pour la revue ». Rien de moins. Si vous êtes assez... je sais qu'il y a comme un secret de polichinelle qui circule dans l'ensemble des tables devant moi. Le grand moment aura lieu à 17h. Juste pour vous retenir ici jusqu'à 17h. Alors, ce sera un grand moment vécu de manière différente pour différentes personnes. T'as pas de tomate, tu peux pas m'en lancer. Non, c'est même pas vrai. Donc, 17h, on discutera d'un autre sujet. Mais d'abord et avant tout, donc, on a la chance de recevoir... Caroline s'en va de nouveau. De recevoir. Hein? Elle va chercher les lunettes, ok, oui, c'est important. Donc, on a identifié 4 questions pour nos conférenciers, conférencières. Karine Awashish, voilà, qui est Atikamek, d'Obidjouane, présidente, cofondatrice de la coopérative artistique Nitaskinan. Emmanuel Dufour, docteur en éducation par les arts, autrice d'une bande dessinée que vous connaissez, qui a fait vraiment qui a eu beaucoup de succès dans les librairies. Je suis en train de faire ta job, je pense. Qui a eu beaucoup de succès dans les librairies dans les derniers mois, et ça continue. Laurent présente brièvement chaque participant à la table. Ok, c'est bon. C'est pas assez bref. Je suis pas assez bref. OK. Jacques Kurtness, donc docteur en psychologie. Et donc, on a préparé une série de 4 questions qui vont maintenant être présentées par Caroline Nepton-Hott. Quoi? Ah, ça fonctionne. Donc, on a 4 questions à partir des projets de recherche de chacun ou de leur regard sur la recherche. Nous avons pensé à la question de responsabilité. Donc, quelle est la responsabilité sociale des chercheurs, autochtones ou non, à l'égard de l'avancée des connaissances? Ensuite, question de retombées et d'accès. Comment favoriser l'appropriation des savoirs liés à la recherche par les groupes autochtones et la société civile en général? La 3e question, c'est sur les outils et les stratégies. Donc, quels sont les outils et les stratégies mis en place dans vos recherches ou vos projets liés à ces questions de retombées et de responsabilité? Et puis, la dernière question, c'est en quoi et comment une revue scientifique peut-elle participer à ces processus? Donc, j'inviterai d'abord M. Kurtness à prendre la parole, si vous le voulez bien. Donc, peut-être une dizaine de minutes pour partir de votre expertise et votre expérience. J'aurais aimé que vous pensiez à 3 facteurs qui peuvent favoriser l'appropriation des savoirs liés à la recherche par les groupes autochtones et puis la société civile. Avant que j'oublie, je vais vous dire les 4 facteurs majeurs en recherche qui expliquent le comportement humain sur le plan culturel et sur le plan individuel. Alors, c'est les facteurs biologiques. Vous avez juste à penser à la médecine, aux pilules, la biochimie, etc. Les facteurs psychologiques, les facteurs sociologiques, là, quand on y va plus macro, j'inclus l'anthropologie,
la sociologie elle-même, etc. Puis un facteur qui est souvent oublié, que j'ai appelé un facteur d'équilibration, c'est le facteur des forces autonomes. Parce qu'en science, on cherche les déterministes souvent qui vont expliquer. Alors, les forces autonomes sont souvent oubliées, mais c'est un facteur qui permet d'intégrer les autres facteurs que j'ai mentionnés comme tels. Alors, les deux grands fléaux, si vous voulez dire, de la recherche, c'est l'ethnocentrisme et le relativisme culturel. C'est souvent les anthropologues qui ont soulevé ces deux questions-là. L'ethnocentrisme, c'est partir de ses propres standards et les appliquer à d'autres. En milieu autochtone, ça ne s'est jamais fait, comme vous savez. Le relativisme culturel, c'est de penser que c'est tellement individuel ou propre à une communauté, c'est tellement monographique qu'on ne peut pas faire de comparaison. C'est unique au monde. À ce moment-là, on ne peut pas faire de comparaison. C'est limité à la communauté étudiée en soi comme telle. Et en fait, l'idéal, c'est ne pas aller dans l'absolutisme, à savoir qu'on a la vérité comme telle, et ne pas aller dans l'extrême du relativisme culturel et d'essayer de trouver un équilibre entre ce qu'on appelle en linguistique, entre la phonémique et la phonétique. La phonémique, c'est les particularismes d'une langue. La phonétique, c'est les universités de la langue. Alors, dans une culture, il y a les deux, et c'est d'essayer de trouver un équilibre. Idéalement, on part de l'émique, de la façon dont les gens se conçoivent eux-mêmes, de leurs valeurs, leur épistémologie, et on va vers une éthique, vers un certain universalisme comme tel. Alors, c'est clair, quand on est plus vers le biologique, on a plus tendance à aller vers l'universalisme en partant, en pensant qu'un mal de tête est généralisé jusqu'à un certain point. Mais il peut y avoir des maux de tête spécialisés à certaines cultures. En tout cas, peu importe. Mais je ne veux pas vous en donner plus, là. Et également, il faut... un des premiers facteurs dans la recherche en milieu autochtone, j'ai appelé ça leur participation. Alors, ça a été abordé jusqu'à date, là. Il ne faut pas faire de camouflage, il faut dire avec franchise qu'est-ce qu'on vient faire là. Et parler des avantages et également des inconvénients de ce qu'on va faire. Parce que c'est rare que c'est tout blanc ou tout noir. Il y a des nuances à apporter comme telles. Alors, il y a des recherches donc plus intrusives, puis il y a des recherches moins intrusives ou moins invasives. C'est clair qu'on ne fait pas toujours des recherches sur l'ADN tous les jours, puis on n'est pas toujours dans les recherches holographiques ou les recherches que j'ai appelées, archivistiques, ou qui ne dérangent pas trop de monde. Mais encore là, même dans les archives, ça peut être assez spécial. Et holographique, bien, vous savez, c'est les Murdoch, là, les études interculturelles, où on a étudié les cultures uniques mondiales, les unités culturelles mondiales. C'est intéressant parce qu'on a déjà les échantillonnages, puis les standardisations sont déjà faites. Alors, ça permet d'y aller sans avoir nécessairement à aller chercher les données et à éviter le terrain. Mais règle générale, il faut, les deux sont plus intéressants. Il faut faire du terrain et les comparer avec ce qui existe déjà, règle générale. Deuxième facteur, j'ai appelé ça les équivalences. Alors, si on veut faire des comparaisons, il faut que ça soit équivalent. Ce qu'on appelle des oranges puis les pommes, il faut comparer les choses qui vont ensemble. Alors, j'en ai trouvé quelques-unes là, qui sont nécessaires pour la comparaison. Alors, les groupes, par exemple. Si on étudie les chasseurs-cueilleurs, il faut trouver des groupes équivalents. Les gens du désert qui font de la chasse ou les groupes africains, les groupes nordiques, les groupes médio-nordiques, les groupes plus au sud. Les habitats vont faire en sorte que, tu sais, il y en a qui vont être plus océanographiques, plus vers la mer, comme les Inuits, et d'autres plus à l'intérieur des terres, comme les Inuits, par exemple, etc. Alors, il y a beaucoup de variations comme telles, et ça dépend de ton milieu ou de ton écologie comme telle. Alors, vous avez également les groupes qui sont urbano-industriels, qui vont en chasse pour aller chercher un trophée ou qui sont, si vous voulez, qui y vont pendant leur période de vacances. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui fait ça pour son mode de vie jusqu'à un certain point. Et vous avez également les groupes en transition.
c'est-à-dire ceux qui sont entre l'arbre et l'écorce, qui n'ont pas les avantages de la société moderne, puis n'ont pas les avantages de leur propre société. Ils sont en discontinuité culturelle. Ce groupe-là est très intéressant. C'est le groupe qui est dans l'insécurité culturelle et c'est le groupe pathologique. Et c'est souvent les femmes qui sont dans ce groupe-là parce qu'ils sont doublement discriminés. Et souvent, vous avez juste à regarder l'actualité, vous allez comprendre pourquoi comme tel. Et souvent, il n'y a pas beaucoup de scolarité. On a juste à se promener à Montréal, on voit ceux qui sont pris, là, qui ont été rejetés par leur propre culture, qui ne sont pas nécessairement acceptés dans le monde urbain. Là, je ne sais pas trop, parce que ça détériore, je ne sais pas moi, le coût des maisons, trouvez-en, il y en a beaucoup comme tel. Alors, ça, c'est, comment j'ai appelé ça? Les équivalences nécessaires à la comparaison. La première, c'est les équivalences sémantiques. Il faut que les mots veulent dire la même chose. Quand tu vas, il faut que en inou, ça veut dire la même chose qu'en français, si c'est un francophone qui va faire la recherche. Et ça, il faut y aller recto verso. Là. On prend des gens qui connaissent les deux langues, on leur fait traduire du français vers l'inou vers le français, etc. Et les niveaux conceptuels, est-ce que c'est intraculturel, interculturel ou transculturel? Est-ce qu'on mesure juste des chasseurs-cueilleurs, comme je vous expliquais tantôt, comme tel? Et on part de l'émique vers l'éthique, c'est-à-dire on part de l'intérieur, on fait l'inverse, au lieu de partir de l'éthique vers l'émique, on part du particularisme pour aller vers l'universel, jusqu'à un certain point. On travaille en intensivité sur le terrain plutôt qu'en extension à travers des grands ensembles comme tels. Alors, il y a également ce que j'ai appelé des équivalences épistémologiques. Je trouvais ça beau, là. En fait, c'est les catégories spatio-temporelles comme telles. Vous savez, quelqu'un qui a le sens du sacré, il y a le spatio-temporel assez étendu, plus que quelqu'un qui, je sais pas, qui croit à ce qu'il peut toucher ou des choses comme ça. Là. Alors, mais la grande équivalence en recherche, c'est l'équivalence écologique, l'équivalence territoriale. Le milieu urbain, ce n'est pas le même territoire qu'un territoire de chasse et de pêche, par exemple. Alors, si la recherche est partie d'éléments urbains pour les appliquer à des éléments de chasseurs-cueilleurs, on passe à côté, là. On mesure ce qu'ils ne savent pas plus que ce qu'ils savent, jusqu'à un certain point. Alors, par exemple, j'aime pas ça parler de mes propres recherches, mais j'ai pris des habiletés spatiales autochtones qui existent chez les Inuits. Vous savez, même l'amirauté britannique ne comprenait pas comment ça se fait que les dessins d'Inuits correspondaient aux cartes de l'amirauté anglaise. L'ancienne gouverneure générale m'a dit, quand elle est passée en satellite auprès des Inuits, elle avait vu une omoplate d'ours blanc qui avait été sculptée et ça correspondait à la baie d'Hudson et la baie d'Ungava. C'est quand même exceptionnel. C'est des gens qui ont marché le territoire, qui l'ont pagayé et qui l'ont observé surtout et qui le connaissent sur le plan linguistique et topographique. Alors, ils ont les équivalences par rapport à leur propre territoire, même s'ils n'ont pas toujours les équivalences urbaines, si je peux m'exprimer ainsi comme tel. Alors, si on fait ça, on a les antécédents de la recherche et les conséquents, et ça va jusqu'au niveau des équivalences expérimentales qui sont les résultats, les scores, les notes à l'école, etc. Si ce n'est pas dans ce créneau écologique-là, comment voulez-vous que ça corresponde à leur potentiel, ça corresponde à leurs compétences? On a une certaine performance, mais on n'a pas leurs compétences. Alors, la troisième, et la meilleure, et la plus belle, c'est les forces et les dynamismes propres à ces cultures, aux cultures autochtones. Alors, comme l'actualisation collective et personnelle. C'est quoi leur force d'actualisation? C'est quoi la force de leur leadership? C'est quoi les outils autochtones? Les gens ont parlé, par exemple, de leur capacité de résistance. C'est quand même incroyable. Tu sais, on n'aime pas toujours les Iroquois dans l'histoire, mais 400 ans collés sur Montréal, puis réussir à survivre, à parler leur langue, à bâtir leur société comme nation, c'est quand même exceptionnel. D'avoir 5 types de groupes scolaires, hein, qui vont du traditionnalisme à l'anglais, français, alléluia. Alors,
J'ai de la misère à me lire. Bon. Et ce que j'appelle le test acide. Ça, c'est les forces, c'est quand les chercheurs vont expliquer leurs résultats. Vous savez, c'est quoi un test acide? C'est quand on veut savoir si c'est du vrai or ou du porc, on met de l'acide dessus. S'ils font, puis il n'est pas doré, c'est parce que ce n'est pas de l'or. Alors, on appelle ça le test acide. Le test acide en recherche, c'est quand on explique nos résultats aux communautés. Ils vont savoir si ça correspond à ce qu'ils sont ou ce que c'est pas. Et même, ils vont améliorer l'interprétation de vos propres résultats. En un mot, il ne faut pas voir ça comme un autre problème à résoudre. Il faut voir ça comme un plus. C'est les gens qui... C'est le malade qui explique au docteur c'est quoi qui lui fait mal jusqu'à un certain point. Et l'autre élément, c'est la recherche expérimentale et longitudinale. Longitudinale, ça veut dire qu'on retourne après pour aller voir qu'est-ce qui a changé par rapport. Alors moi, j'ai mon plaisir, comme d'autres, c'est un plaisir coupable, c'est de lire les premiers anthropologues, là, je ne sais pas, Spindler, Hallowell, qui nous expliquaient que chez les groupes traditionnels, il y avait des traditionnalistes, il y avait des transitionnels, des urbains, des fumeurs de peyote, des urbano-industriels, des élites. On retrouve encore ça dans les communautés. Sauf que, comme psychologues, nous autres, vous savez, on est mesureux, on mesure ça. Là. On invente des questionnaires, on les standardise, on se donne bien de la misère pour trouver ce que les anthropologues ont déjà trouvé. Alors, je voudrais terminer en vous disant que la vraie créativité, elle est là, parce que c'est ça qui va faire avancer la civilisation occidentale. C'est ça qui va nous dire comment combattre le COVID. Arrêtez de mettre les animaux en cage, les poulets en cage. Puis même s'ils sont chinois, c'est le même partout à travers le monde, jusqu'à un certain point. Et regardez les aspects positifs, les forces des cultures, un peu comme dans Star Trek. To boldly go where no one has gone before. Aller plus loin que ce que les autres ont fait. Et souvent, c'est venez chez nous. Merci, Jacques. Je fais du pouce sur ce qu'a mentionné Jacques. Aller plus loin. Emmanuel, vous avez proposé justement une manière peut-être de faire quelque chose différemment, d'aller peut-être un peu plus loin que ce qui avait été fait auparavant. Allô? Oui, on m'entend. Ben, en fait, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que moi, à la base, j'étais en anthropologie. Moi, on m'a présenté comme une vulgaire auteure de librairie, mais moi, j'étais quand même en anthropologie à la base. C'est ça que tu as envoyé, hein? Beaucoup de succès. Non, en fait, pour raconter une petite histoire qui, je pense, qui peut permettre de réfléchir à tout ça, à comment on peut finalement enrichir nos pratiques. Moi, mon parcours, finalement, en anthropologie à la maîtrise m'a beaucoup transformé, m'a beaucoup apporté. Puis à la fin, quand j'ai terminé, j'avais vraiment le désir de pouvoir rendre accessible non seulement les voix, les personnes inspirantes que j'avais rencontrées, mais toute la prise de conscience et les perspectives que ça m'avait permis. Je cherchais une façon de décloisonner, disons, les résultats de recherche. Donc, la bande dessinée, ça faisait longtemps que c'était quelque chose que je pensais, parce que je me disais c'est accessible à tous. J'ai envie que mon père, mon frère, ma mère, les professeurs, parce que je parlais beaucoup de sécurisation culturelle. À la base, j'avais travaillé avec Kiuna, puis au niveau des services aux étudiants autochtones. Les décideurs publics. Donc, j'essaie de trouver une façon de sortir un petit peu de ce cercle-là. Alors, j'avais présenté au département d'anthropologie mon projet et ça a été refusé assez rapidement. Quelle université? De Montréal, francophone, anthropologie. En fait, il y avait... on m'avait accepté, moi, on m'avait accepté avec une bourse d'entrée, mais on m'avait fait comprendre que si je veux faire mes petits dessins à côté, je peux le faire dans mon temps plein, dans mon temps libre, parce qu'on sait qu'on fait une thèse, on a beaucoup de temps libre, donc j'aurais pu m'y mettre et m'y atteler. Mais en fait, la thèse, il n'y avait aucune production de savoir associée finalement à la création qui serait reconnue comme valide pour l'évaluation de la thèse. Alors, malheureusement, moi, je suis partie, malheureusement et heureusement, parce que finalement, ça m'a permis, en allant ailleurs, dans un département d'éducation par les arts, à Concordia, ça m'a permis de rencontrer toutes sortes d'autres approches théoriques, d'autres perspectives. Je pense qu'on en a parlé, Jonathan en parlait tout à l'heure, c'est quand même deux mondes assez différents, donc ça a été assez bénéfique. Moi, je continue à penser que ce que j'ai fait, en fait, ma recherche-création, c'est de l'anthropologie, mais qui a été logée ailleurs, pour pouvoir le réaliser. Mais je pense que si on veut peut-être dire...
de plus en plus, on le voit que ça se fait. Je pense que les milieux sont en train de s'ouvrir. Là, ce que je pense, ça s'est passé en 2015. Je pense que la recherche-création, même au niveau du FQRSC, c'est de plus en plus valide. Les gens reconnaissent aussi la production de savoir à travers ça. Mais ce qu'on voit beaucoup, c'est la diffusion créative de résultats de recherche. C'est-à-dire que la question de la création, puis c'est drôle parce que Jacques en parlait justement dans un des numéros de RAC là, qui parlait de l'art autochtone, comment on peut, en jouant avec, ou la juxtaposition de l'écrit et de l'image peut permettre de déployer une ellipse de savoir qui est tout autre et qui est beaucoup axée sur le relationnel. Je pense que on reconnaît de plus en plus ou lentement ce côté-là, mais on en reste toujours dans, comme je disais, une représentation créative des données. Mais en recherche-création, en fait, il existe 4 gros courants. Il y a finalement la recherche pour la création, par exemple, dans mon cas, chercher des archives à reproduire, faire de la recherche à ce niveau-là. Il y a la création pour la recherche. Donc, dans mon cas, c'est une fois que je suis allée dans un côté plus réflexif, donc utiliser l'art finalement pour aller chercher des résultats de données, des résultats et des données. Il y a la représentation créative, mais il y a aussi la création comme recherche. Et j'en parlerai peut-être plus tard à une autre question, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les principes directeurs de la recherche-création, ça rime vraiment très bien avec ceux des Indigenous Methodologies. J'utilise le mot en anglais, mais la raison, c'est pour vraiment cibler ce courant développé par des chercheurs de langue anglaise. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup plus de chercheurs autochtones, parce que c'est des chercheurs autochtones qui s'expriment en anglais. Évidemment, si on parle du Canada, des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande, d'Australie, et qui définissent des méthodologies, des principes directeurs, des méthodes associées qui sont relationnelles, qui sont expérientielles et qui permettent d'aller chercher ailleurs et autrement. Donc, je pense que c'est pas mal le point culminant, je dirais, de ma partie manuscrite, finalement, de ma thèse. Mais je pense que on connaît la validité de nos types de recherche, de la recherche classique, mais je pense que il faut apprendre aussi à faire de la place pour l'expérimentation et se montrer indulgent aussi. Je pense que tout le monde ici est capable d'écrire un texte scientifique. Peut-être pas tous des bons, mais on est quand même, on connaît, non mais ça fait longtemps, on est entraîné, on connaît ce type de savoir, mais si on veut décloisonner, trouver une façon d'aller chercher des nouveaux publics, qui était plutôt, comme on pourra en reparler tout à l'heure, la question de la responsabilité sociale, bien, je pense qu'il faut se donner le droit d'essayer, être indulgent et peut-être s'éloigner un peu de la vision un peu plus cloisonnée de est-ce un texte scientifique, est-ce que c'est une discussion, est-ce que c'est une réflexion, parce que je comprends qu'il y a des impératifs au niveau des subventions puis tout ça, mais je pense quand même qu'il faut se donner le droit à l'erreur. La première fois, ça ne sera peut-être pas un chef-d'œuvre, mais si on veut faire autrement, bien, il faut se donner le droit de l'essayer. Oui. Merci, Manuel. Bonne réflexion, intéressant. On va poursuivre sur ça. J'aimerais quand même avoir un son de cloche du côté de Karine, à savoir les facteurs pour favoriser l'appropriation des savoirs liés à la recherche par les groupes autochtones. Vous faites l'expérience concrète terrain, vous? Ben oui, au quotidien, même à la limite, même être moi-même, femme autochtone, je suis un peu... parfois, je joue le rôle de l'expression de la connaissance ou du mieux que je peux, en tout cas en médiation, forcément. Puis, tu sais, puis là, je voulais juste préciser, tu sais, quand on parle d'appropriation des savoirs au niveau des groupes autochtones, est-ce qu'on parle de la recherche sur les Autochtones ou de recherche au sens large par les Autochtones? Parce que, tu sais, ça peut être juste une question de réflexion, mais, tu sais, comment nos savoirs, notre mémoire, notre patrimoine peut revenir. Bon, je pense que s'il y a peut-être facilement des pistes à avoir, au même titre que les savoirs de partout dans le monde, de toutes les cultures, comment est-ce qu'elle peut aussi résonner. Je pense que ça aussi, c'est pas juste de retrouver notre légitimité de nos connaissances, interprétées par des chercheurs peut-être pas nécessairement autochtones, mais aussi des connaissances au sens large. Puis ça, on oublie souvent que, tout être, même autochtone, on aime les savoirs, les nouvelles connaissances. On est aussi, on a soif d'innovation, on veut savoir. Je pense que c'est un récit que mon père m'avait raconté, qu'à l'époque,
les aînés de nos aînés, en tout cas, quand ils ont arrivé, ils voient l'autre culture arriver avec tous ces bagages de connaissances-là, ils étaient friands de ces innovations-là, de ces connaissances. Donc, c'est faux aussi de dire qu'on veut juste connaître ou savoir ce que nous, on a développé comme savoir et connaissances, mais aussi comment on peut utiliser aussi les savoirs autres qu'autochtones et se l'approprier. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, puis je pense que c'est ça aussi que je trouve intéressant, pas nécessairement par rapport à ce que je fais là, à la coop et mes 1000 projets, mais en tant qu'étudiante au doctorat en sociologie quand même, je m'intéresse à ça, à cette dynamique-là, en comment est-ce qu'on peut... je ne veux pas amener le terme hybrider. Dialogue. Oui, comment on peut faire parler, parce que l'hybridation, on peut partir un débat là-dessus, mais tu sais, comment est-ce qu'on joint ça sans perdre l'essence, dans un sens, de notre vision, des façons de... Puis, tu sais, tantôt, j'avais une conversation sur la langue, justement. C'est le langage, là. Les langues... Tu sais, en sciences, souvent, on utilise les mots écrits ou l'oralité, mais on sous-estime la part sacrée. On sous-estime aussi la part sensible. Puis je pense qu'il y a de quoi à faire pour allier tout ça, pour avoir une meilleure résonance. Oui, oui. Ben oui, on se parlait de ça justement un petit peu pendant le dîner. Je vais aller tout de suite à la question numéro 1, qui était la question de la responsabilité des chercheurs, la responsabilité sociale des chercheurs, qu'ils soient autochtones ou non autochtones. Est-ce qu'il y a des responsabilités différentes selon s'ils sont autochtones ou non autochtones? Et quelle serait la manière de faire, ou selon vous, quelles sont les bonnes pratiques pour l'avancée des connaissances? Peut-être, je vais reprendre Jacques Kertnas, vous avez... M'entendez-vous? Oui, je vous entends. OK. Oui, c'est ça, la responsabilité sociale des chercheurs autochtones, puis responsabilité sociale des chercheurs non autochtones, serait-elle la même? Ah, c'est à moi, ça? Oui! Ben oui! En fait, les deux responsabilités, c'est de faire avancer la science, la recherche. Et à ce moment-là, c'est pas la responsabilité de l'un ou l'autre, c'est la responsabilité de un et l'autre, jusqu'à un certain point. Mais là où c'est important, je trouve que la responsabilité, c'est de ne pas ignorer l'autre parce qu'il y a une culture différente. Parce que c'est là que ça va faire avancer l'autre culture. C'est de penser qu'on peut apporter. C'est pas pour rien que les Autochtones font des cadeaux tout le temps. C'est parce qu'ils veulent apporter. Sans ça, on approche les Autochtones toujours comme une approche déficitaire. Il leur manque quelque chose. Combler l'écart. J'ai travaillé au ministère de la politique officielle, combler l'écart. Comprends ce que je veux dire? Puis là, si tu regardes les courbes, là, t'as les Indiens ici, puis là, t'as les urbains là, puis t'as les métis là, puis les non-autochtones là. Des fois, les Noirs sont en avant, puis des fois, c'est nous autres. Bon, bien, c'est quand même pas si pire. Là, mais, tu sais, il ne faut pas oublier qu'on a déjà essayé de mesurer les crânes, puis que même les gens ont tellement faussé les données. Tu sais, je ne veux pas faire de la peine aux femmes, mais ils prenaient plus de femmes parce que le cerveau est plus petit, là, ou le crâne est plus petit, etc. Il y a eu toute une mode là-dedans, ce qui a servi à expliquer les différences biologiques, etc. Moi, je suis allé à Mexico, là, puis il y a le Tolmec, là, juste sa tête, là, il y a 25 têtes non autochtones qui rentrent là-dedans. C'est tellement gros, cette affaire-là. Je l'aurais pris dans mon équipe de football. Moi, je peux être sûr qu'il amenait le ballon à l'autre bout. Là, alors, il y a eu ces choses-là, à tel point qu'on mettait des grains, puis on poussait pour que ça soit foulé, puis ça paraisse plus petit. Jusqu'à temps qu'on prenne des billes, là, c'était plus difficile. Puis qu'on a trouvé qu'au fond, il n'y avait pas tant de différence que ça. Là. Vous avez toute la hiérarchie là, comme telle. Vous avez des photos là, où on a mis des noirs, par exemple, je prends ça parce que c'est plus clair, en lui montrant le menton sorti, pas qu'il ressemble à un orang-outan comme tel. Là, puis on montait un éphèbe grec, qui était bien droite, etc. Là, comme c'est incroyable. Même si vous allez chez les Grecs,
ils croyaient, par exemple, que les noms grecs étaient souvent des monstres. Les Autochtones, nous autres, on avait un œil vis-à-vis le plexus solaire. Ça peut être commode là, si t'es boxeur, mais il y a une limite, là, comprends-tu ce que je veux dire? Alors, ou des têtes d'animaux, juste une patte. C'est incroyable comment la perception qu'on percevait des autres cultures jusqu'à un certain moment. Est-ce qu'il reste des relents? C'est ça la vraie question. Je pense qu'il en reste. Moi qui est psychologue. Vous avez parlé justement de cette idée-là, de toujours la courbe, donc de le quantifier. Juste en psychologie, ce qu'on avait, nous autres, dans les réserves, les faiseuses de gâteaux, je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Tu sais, les gens les mettaient toutes débiles, les envoyaient faire du gâteau, parce que c'était plus payant. Il était 8 par classe au lieu de 30. L'argent, si on suit l'argent, on voit où c'est comme tel. Même les budgets entre autochtones et non autochtones sont différents présentement. Écoutez, si on avait accès à un minimum de nos ressources, on pourrait contribuer, même avec nos ressources, au développement du Québec et du pays comme tel. Là, c'est une réserve, on est surpris qu'on a le chômage, qu'on a des gens qui ont des problèmes cardiaques, tout ce que vous voulez. La pauvreté, vous savez, là, la culture de pauvreté, c'est comme superposé sur les cultures autochtones, à tel point qu'on les identifie quasiment à des malades communautaires qu'il faut réparer. Voilà. C'est pas ça, c'est nous laisser vivre, c'est ça. La vie, ça demande pas plus que d'autres choses que de... Même l'eau, elle passe à travers le barrage, elle se trouve une place. C'est ce que font les Autochtones. Ils sont en ville maintenant, ils sont à Montréal, ils sont partout. On était partout, puis on revient partout. Comme dit, je pense que c'est Serge Bouchard qui disait ça, on était égal en termes de population dans les Amériques à ce qu'il y avait en Europe, puis qu'on est presque disparu à la fin du 19e siècle. Chez nous, on est à peu près 7 000, puis on était à peu près 200 au début du siècle. Alors, les maladies ont joué un rôle. Vous avez juste à penser aux personnes âgées, là, qui sont cantonnées dans une réserve, dans CLST. Voyez-vous, c'est pas magique, ça. On a beau faire des études, mais si les éléments fondamentaux des causalités de la question autochtone ne sont pas abordés, on va être toujours dans le statu quo, dans l'approche de la même chose. Je vais revenir à la question que j'avais lancée au départ, qui était la question de la responsabilité sociale des chercheurs autochtones, non autochtones. Emmanuelle, comment vous comprenez cette question-là? Qu'est-ce que vous avez envie de partager, justement? Bien, la question de responsabilité, évidemment, c'est une grosse question, là. On peut parler, surtout dans la question de la recherche puis des enjeux de pouvoir qui a été nommé un peu plus tôt, là. Donc, les questions éthiques, ontologiques, morales. Là, comme on parle de responsabilité sociale, spécifiquement, donc le rôle que peut avoir la recherche au sein de la société, bien, je pense que ça implique obligatoirement un dialogue ou un renforcement de dialogue si le dialogue est déjà existant. On va se le dire, puis je pense que ça a été nommé de plusieurs façons ce matin. Le milieu de la recherche, c'est quand même un milieu assez sélect, restreint, on pourrait dire quasiment cloisonné, qui se parle beaucoup entre nous ou entre elles-mêmes. Qui utilise des codes. Évidemment, c'est un langage codé, très une terminologie conceptuelle, donc qui n'est pas accessible à tous, et qui a des moyens de diffusion aussi qui ne sont pas si accessibles. Donc, je pense qu'encore là, vous allez voir que je reviens toujours un peu sur le même point, mais je pense que si on veut ouvrir autrement, bien, je pense qu'il faut se mettre à essayer des nouvelles méthodes. Si on veut pouvoir participer, là, si on parle au niveau de la diffusion des données à nos contributeurs, que ce soit au niveau de participer à la question de l'éducation du plus large, qui fait aussi partie finalement de construire une sécurisation culturelle, que ce soit au niveau des politiques publiques. Tout à l'heure, Marie-Pierre en a parlé, mais ça peut quand même influencer dans une anthropologie plus appliquée. Mais c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut vraiment trouver une façon finalement de pouvoir faire de la place. Moi, je ne pense pas que je suis la personne pour dire quel devrait être le rôle des chercheurs. Là. Je ne suis ni autochtone, ni vraiment active dans la recherche actuellement, puis je ne sais pas non plus tout ce qui a été fait ailleurs et les efforts. Peut-être dire que moi, encore là, pour revenir avec ce qui, moi, m'a guidée de façon, je dirais, un peu inconsciente, qui était une résultante, finalement, des savoirs relationnels sur 10 ans là, de projets ou de travail ou d'amitié avec les personnes autochtones. Bien, ça rime beaucoup à quand je parlais des Indigenous Methodologies tout à l'heure, à ces principes directeurs-là. Peut-être, sans faire une revue de littérature, vous en nommer quelques-uns.
c'est des méthodologies qui sont foncièrement, comme je disais, relationnelles. Mais donc, la relation, c'est pas uniquement le bout de l'équation dans la diffusion des résultats. C'est la question de s'intéresser au processus. La question du processus est vraiment importante et de faire de la place autant que possible dans tous les aspects, finalement, de la recherche. C'est des méthodologies qui utilisent, évidemment, qui sont ancrées autour des savoirs autochtones, des savoirs culturels, et qui voient justement la relation entre le territoire, le chercheur, les contributeurs et le large public. Donc, la dimension transformative est très importante aussi, que ce soit au niveau d'avoir un potentiel de contribuer à la décolonisation, de contribuer à l'éducation, à la guérison, même dans certains cas. Des fois, on a l'impression que c'est des gros mots, puis qu'on se dit, bien là, ma recherche n'a quand même pas la prétention d'aller décoloniser, mais c'est finalement de mettre sa petite pierre à force, finalement. Puis, dernière chose, je pense que pour tout ça, puis ça va résonner beaucoup avec les écrits de la crise de la représentation, la question de la positionnalité, de si on utilise le storytelling, le récit, pour le faire, je pense que se situer par rapport à son sujet d'étude, je le pense, et c'est ce qui est beaucoup mis de l'avant au niveau des Indigenous Research, c'est important et c'est indissociable pour arrêter justement d'être la voie, on a parlé de fausse neutralité tout à l'heure. Bien, je pense que ce pas des nouvelles idées, mais j'ai l'impression qu'on dirait qu'on les a perdues un petit peu en cours de route, puis je pense que ça vaut la peine qu'elles rejaillissent. Wow, ben c'est intéressant. En fait, moi, ce qui m'interpelle beaucoup par rapport à cette responsabilité sociale-là, d'un point de vue individuel, en fait, c'est beaucoup comme... quand on est comme gardien de savoir, chercheur ou expert, pour moi, ça vient avec un sens du devoir. Donc, la responsabilité sociale en recherche, elle est centrale. C'est-à-dire, quand on s'implique, qu'on participe, ça vient avec le devoir de mémoire, le devoir de réciprocité, le devoir de vérité, hein, de justice aussi. Donc, c'est sûr que avoir le privilège et avoir un cerveau, de pouvoir apprendre, d'être curieux et d'être créatif, vient avec ça, je pense, hein, vient avec ce devoir de transmission-là. Puis, pas juste tu sais, il y a aussi cet élément de comment on transcende aussi les savoirs, c'est-à-dire qu'on peut se comprendre en un langage scientifique, puis maîtriser, puis se diffuser, mais moi, j'amène toujours cette posture-là. Comment, moi, je peux transcender les connaissances que je développe, que j'acquiers, mais en me mettant dans la place de... Fait que moi, tout le temps, tu sais, comment je pourrais le dire aux enfants? Comment je pourrais le dire à des ados? Comment je pourrais... Ça fait partie, beaucoup, au-delà de mes questions de recherche, à savoir comment, après, ça va pouvoir être accessible parce que j'ai ce sens du devoir-là de le faire. Donc, ça fait partie de l'exercice. Puis je pense qu'elle est fondamentale parce que on peut bien écrire des mémoires de 200 pages. Si mes gens de ma communauté ne sont pas capables de le lire, bien, j'ai quoi bon, tu sais, fait que c'est ça. Donc, bien, en fait, Karine, vous approchez quand même la question de comment favoriser l'appropriation des savoirs liés à la recherche par les groupes autochtones. Ça veut dire comment faire en sorte que des groupes autochtones puissent avoir ces savoirs-là. Donc, une question de transmission de ces savoirs-là, une question également d'outils, de manière de présenter les choses également. La manière d'écrire, on a parlé un petit peu tantôt, là, les revues, la difficulté de... Excusez, je ne vois plus rien là, quand j'arrête. La difficulté, en fait, de voir les catégories. Est-ce que c'est un article scientifique? Est-ce qu'on efface le style de la thèse? Hein? Karine, le style de la thèse. Contre-thèse. Écoute, c'est ça. Puis là, essayer de faire croiser les épistémologies autochtones dans ça, c'est comme toute une espèce de travail d'équilibriste. Toi, comment est-ce que tu explores ces possibilités-là d'appropriation des savoirs par les groupes autochtones? Qu'est-ce que tu...
ben avec moi, tu sais, je ne suis pas encore 50 ans d'expérience comme recherche amérindienne. Mais, comme Jacques là-bas. mais je pense qu'avec le temps, la pratique, tu sais, mon côté intuitif aussi, tu sais, de vouloir, comme avec peut-être aussi mon expérience de médiation, hein, en un sens, ça m'a servi. Tu sais, par mon mémoire de maîtrise, j'ai développé des capsules vidéo, j'ai fait des, tu sais, des outils, on appelle des outils, mais tu sais, ça peut être aussi des plans, des façons, tu sais, j'utilisais beaucoup de vidéos. Moi, j'aime bien l'idée de la BD aussi. D'ailleurs, avec la Charge jeunesse, là, on est en train d'en faire une petite, peut-être pas aussi grosse que la tienne, mais ça aussi, parce que, puis des fois, tu sais, c'est peut-être mon côté créatif, parce que moi, à un moment donné, j'ai le goût qu'un jour, là, je m'imagine comme M. Stark à Marvel, où tu arrives avec tes écrans, puis tu projettes les modèles. On est en train de montrer du 3D dans comment on peut disposer les connaissances pour mieux comprendre. Parce que, tu sais, simplement, un rond, qu'est-ce qui est pas plus universel que juste faire le cercle, puis montrer le cercle au lieu de nommer Olagan, rond, sec, round, tu sais, circle, dans toutes les multiples langues, mais ce qui est universel, c'est le rond, c'est le design, en fait. Fait que oui, j'essaie de... Ben, en tout cas, je pense que ça va m'amener, mais j'aimerais ça éventuellement pousser la diffusion, le langage de savoir, oui, par la voix, là, on aime ça, mais pas juste écrit non plus, mais tu sais, autrement. Fait que moi, j'aime bien les visuels, les formes géométriques, c'est peut-être le côté design, mais qu'éventuellement, on pourra le démontrer, puis on commence à le faire de plus en plus, là, avec nos diagrammes, mais j'ai hâte qu'on puisse aussi arriver à un moment où est-ce qu'on va pouvoir modéliser en 3D, à la limite, les connaissances. Un peu comme... Moi, souvent, je vois les connaissances comme une constellation d'étoiles ou des galaxies. Fait que, tu sais, avec des savoirs de tel, comment ils sont positionnés. En tout cas, je suis là-dedans, là. Mon Dieu, je suis éclatée des fois. Mais je m'amuse beaucoup à ça. Même des fois, j'utilise du biomimétisme. Je me prends comme un arbre, puis là, j'essaie de comprendre des façons, des dynamiques avec des arbres. Et souvent, quand on parle de ça, souvent, c'est plus clair, à la limite, que juste comprendre un texte. Un texte, oui. C'est ça. Effectivement. Jacques, vous avez l'air de faire des dessins, de prendre des notes. Non, moi, en 3 dimensions. Je pense à tout ce qui a été dit là, aujourd'hui. Tu sais, il y a des gens qui ont parlé que c'est pas facile d'aller dans les communautés, etc. Et je pensais à Hebb, là, qui était de McGill, le Dr. Hebb, qui a travaillé sur le concept du stress, entre autres. Là. Lui, il avait un concept qu'il appelait l'altruisme égoïste. Comme autochtone, on peut être surutilisé, ça presse, il y a tellement de problèmes qu'on peut s'épuiser. La fatigue culturelle existe comme telle. Tu sais, notre tasse est pleine, même si on aime notre culture, on aime nos communautés, etc., comme tel. Moi, j'ai été négociateur en chef, comme vous savez. Ce qui m'a servi le plus dans la négociation, c'est le fait d'avoir fait des recherches dans les communautés Innu. Et j'étais capable d'être comme chez le tailleur, de savoir quel habit leur faisait dans chacune des communautés. Et j'ai vu que les gouvernements ne connaissent rien des communautés. Tu sais, tu parles de Natashquan, puis ça doit être loin, ça. Tu sais, comment même nos chefs politiques connaissent plus la France, l'Angleterre. Ils ont étudié à Harvard, tu sais, ils ont étudié au London School of Economics. Moi, ça ne me gêne pas. J'ai étudié à l'Université Laval. C'est quand même pas si pire, comprends-tu? Puis ça m'a permis d'aller voir qu'est-ce qui se faisait à Oxford également, puis qu'est-ce qui se faisait à Sorbonne. Puis j'aimais bien ça lire Lévi-Strauss, Lévi-Bruhl, tout ce que ces gens-là pensaient si on était civilisé ou pas. On était tellement observateurs que ça ne pouvait pas monter au cerveau. C'est pour ça que l'intellectuel n'était pas si bon. Tu sais, les premières recherches, là, c'était ça. On était bon dans la perception. Mais sur le plan cognitif, pas terrible. Non, mais c'était exactement ça qu'on disait. Et pour terminer, j'aimerais parler de l'expérience du Manche-Montloup. Ah oui, non? Il y a un lien parce que
on a fait des études en Californie, entre autres avec les enfants, puis on lui disait, voici un marshmallow, tu peux le manger tout de suite, mais on va t'en donner 5 si tu es capable d'attendre 1 heure. Et 20 ans après, on a regardé la différence. Ceux qui ont mangé le marshmallow immédiatement, ils n'ont pas fait d'études universitaires. Ceux qui ont mangé 1 heure après ont eu non seulement 5 marshmallows, mais c'est ceux qui ont fait ce qu'on appelle du délai dans la gratification. Et dans le monde autochtone, les besoins sont tellement immédiats qu'on a de la misère à mettre du délai dans la gratification. Moi, quand je montrais mon bulletin à mon père, il disait « Petit garçon, va donc scier un peu de bois. » Ça mettait du bois dans le poêle. C'était pas mal plus concret que d'avoir un « A », même si c'était en latin. Je l'impressionnais parce que je pouvais parler avec le curé pendant la messe en latin. Avec ça, il était mis ça. J'ai le latin rouillé, m'excuserez. J'aimerais qu'on aille vers la question d'outils et de stratégies. Donc, la 3e question. Quels sont les outils et les stratégies mis en place dans vos recherches ou vos projets liés à ces questions de retombées et de responsabilité? Vous avez parlé, Emmanuel, de la BD, etc. Mais ensuite de ça, après la BD, quel genre de suivi qui a été fait? Est-ce qu'il y a un retour, par exemple, auprès de Kiuna, etc.? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, la BD est accessible, là. Mais... En fait, je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé. Je pourrais parler un petit peu des relations continues qui se sont tissées avec chacun, n'est-ce pas, Jacques? Et Marie-Pierre, quelques contributeurs ici. Mais moi, j'avais envie juste, pour répondre à la question, la question précédente que tu posais sur... favoriser l'appropriation des savoirs liés à la recherche. En fait, c'est parce que comme on va avoir une discussion tout à l'heure, moi, je trouvais que ça pourrait être intéressant de revirer les questions vers vous. Comme je disais, je ne pense pas que je suis la meilleure personne pour en parler, mais j'avais comme quelques questions, parce que quand on se pose sur la question du comment, tu sais, de sky is the limit, là, il y a plein de façons. Là. Karine, tu commençais à en nommer, puis on aurait pu continuer, là, puis on aurait pu... Mais je pense qu'il faut quand même voir c'est quoi les balises, nos objectifs, nos motivations, notre marge de manœuvre aussi en fonction des balises, tu sais, comme dans le processus d'idéation. Fait que, d'abord, la question de qu'est-ce que la recherche considère comme des savoirs, ça, c'est une question qui est beaucoup posée, qui revient souvent, qui va de soi, qui ouvre en soi sur une grosse discussion. Donc, je vais juste la laisser là. Ensuite, la question d'à qui on désire s'adresser. Dans le préambule de l'atelier puis des questions, on semblait spécifier à nos contributeurs autochtones, mais aussi à la population plus large, autochtone et allochtone. Mais je pense que ça vaut la peine de se poser et insister. Est-ce qu'on désire vraiment et à quel point on désire de s'adresser à ces populations-là? Et la question du pourquoi on désire de s'adresser, pourquoi on décide d'élargir à un plus large public. Est-ce que c'est parce qu'on veut justement, on en a parlé un petit peu, je pense, dans la première table, on parlait le désir d'éducation. Est-ce que c'est parce qu'on veut aller plus au niveau d'un engagement politique? Est-ce que c'est une question de diversifier le lectorat pour des questions de survie aussi? Est-ce que c'est des questions de subvention? Est-ce que c'est des questions de désir de décolonisation? Je pense que c'est quand même important de nommer c'est quoi nos motivations. Et puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, il y a des aspirations qu'on peut avoir, puis il y a des impératifs avec lesquels on doit dealer. Et une fois qu'on a nommé ça, le public qu'on cherche à atteindre, les motivations, bien, c'est de se poser, est-ce que les moyens actuels dont on dispose, nos moyens de diffusion, sont adéquats pour rejoindre ces populations-là et honorer finalement nos valeurs? Je pense qu'on en a parlé beaucoup. Et si ce niveau d'adéquation entre les nouveaux publics qu'on cherche et nos valeurs est plutôt faible, comme on semble l'avoir nommé, à quel point on est prêt à transformer, du moins en partie, nos façons de faire? Et ça, c'est quoi le niveau de risque qu'on est prêt à prendre? C'est quoi les balises, justement, avant de se jeter dans... Parce que c'est fascinant tout ce qu'on peut faire si on se donne le droit de le faire. Mais je pense qu'il faut quand même se poser ces questions-là. Et une dernière question que moi m'intéresse vraiment beaucoup, que peut-être que certains d'entre vous vont trouver que c'est vraiment intense comme question, mais moi, j'y réfléchis beaucoup. Tu sais, on parle de sciences humaines ou d'études autochtones. Souvent, je me demande à quel point les sciences humaines et les études autochtones jouissent d'une reconnaissance assez grande ou d'une sécurité, d'une propre sécurité suffisante pour se prémunir
d'outils qui font honneur à leur sujet ou à leur objet principal d'étude, qui est l'être humain. Est-ce qu'il serait possible d'humaniser nos outils étant des artisans des sciences humaines et de faire honneur peut-être à la spécificité de l'être humain qui est celui, je pense, de se raconter, d'entrer en relation et sa grande créativité. En fait, moi, c'est... Merci. Mais ça va nous lancer plus tard sur la question finale, hein, tout ça. Qu'est-ce que tu viens d'avancer? J'étais à la question d'outils, de stratégies, les outils et stratégies mis en place dans vos recherches ou vos projets liés aux retombées. Et puis, à ces questions de retombées de responsabilité. Donc, Emmanuel a lancé un petit peu la question 4, en quelque sorte, hein, la question de qu'est-ce qu'on veut avoir pour le futur, pour une revue, les types d'outils, où est-ce qu'on a envie d'aller, autant dans nos recherches, dans les recherches que l'on fait en groupe, en comité ou personnel, ou dans le cadre de, justement, la revue Recherche amérindienne au Québec, qui n'a pas encore changé de nom, hein? Dans une demi-heure. Donc, voilà. Il y avait-tu un punch? Oui, personne qui savait. Non? OK. Donc, les outils et stratégies mis en place dans vos recherches ou vos projets qui sont liés à ces questions de retombées et de responsabilité. Karine? Des outils stratégiques, d'abord, je pense qu'à chaque situation, puis moi, j'ai beaucoup aimé l'idée parce que je crois à ça aussi, il y a un espace-temps, tu sais, à considérer, qui est là, de notre rapport à soi, rapport aux autres, tu sais. Fait qu'il y a toutes sortes de paramètres à considérer avant de développer des moyens ou des stratégies pour justement diffuser ou rendre utile, tu sais, les connaissances. Donc, je pense que c'est un travail toujours continu. Tu sais, il n'y a jamais vraiment de meilleur. Puis, tu sais, c'est ici, maintenant, mais demain, c'est pas pareil. Puis, tu sais, donc, c'est en continu, cette question-là, parce que même, tu sais, on développe aujourd'hui des outils en Internet, par exemple, qui facilitent beaucoup l'échange puis le partage d'informations. On a, tu sais, des outils qui nous permettent de créer des façons, des images, fait qu'il y a tellement, trop, des fois, c'est comme passer, fait quelle utiliser. Mais c'est sûr que, tu sais, pour y arriver, ben il faut essayer de se donner une cible en se disant, même si peut-être que la façon, elle sera peut-être pas tout à fait parfaite tout le temps, mais au moins en considérant. Puis je pense, tu sais, l'idée aussi, c'est de rendre le plus possible, démocratiser le plus possible, justement, ces connaissances-là. Puis, en ce sens, il faut trouver les façons pour le faire. Donc, tu sais, fait que c'est autant, tu sais, un peu, il y a un travail d'ingénierie, là, tu sais, à ce niveau-là. Fait que c'est comme un peu, je reviens avec mon design tantôt, mais là, on est dans de l'ingénierie pour arriver à faire des outils qui vont servir, par exemple, des entreprises, qui vont servir des familles, qui vont servir des profs, qui vont servir toutes sortes de catégories de groupes aux cultures. Puis, tu sais, chaque outil ou façon de faire ou façon d'être est utile. Fait que, tu sais, il y a une globalité là-dedans. Puis, comme je disais, au-delà des outils puis des stratégies, il y a encore, j'en reviens, tu sais, on stimule, tu sais, les sens, on stimule, tu sais, l'intellect, mais il faut stimuler aussi les émotions, puis il faut stimuler fait que ce tout-là, tu sais, je sais que quand on est en groupe, en gang, quand on rit ou quand il y a de quoi qui passe, il y a de quoi, il y a une mémoire qui reste. Que je pense que les émotions, on les sous-estime un peu, je pense, dans le partage. Oui, c'est ça. Bien, il y avait la question de la sensibilité, hein, qui est revenue, là, je pense, chez les trois, la question des émotions, de la sensibilité, qui semblait revenir, puis qui était un peu transversale un peu à vos réflexions sur
que ce soit sur la question de la responsabilité, les retombées, les stratégies, les outils à mettre en place. Est-ce que, comme chercheur, il y a tout le soutien nécessaire pour pouvoir mettre de l'avant ces choses-là, où il y a vraiment beaucoup de défis, là? On sait que le temps est compté. Dans le cadre de recherche, là, notamment, là, on a un certain temps à respecter. Est-ce qu'on a, en recherche autochtone, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on a de plus en plus de soutien? Peut-être Jacques a plus d'expérience sur le long terme, là, sur à quel point ça a changé. Là, Je pense que dans les derniers temps, on voit qu'il commence à avoir des réserves, si je peux dire, de recherche pour les Autochtones. Je me souviens, les premières, c'était aux Affaires indiennes. Moi, quand je suis arrivé, c'était déjà, il fallait que ça soit en haut du 50e parallèle. Alors, comme j'étais à Shefferville, c'était au 49e. J'ai essayé d'embarquer une escapie, mais je n'ai pas été subventionné pareil. Mais il y a une chose que je peux vous dire des fois, comme vous dites, les Autochtones sont intéressés à la recherche. Moi, c'est mes étudiants qui ont fait passer mes questionnaires. C'est à 40 étudiants, 5 questionnaires chaque qui te le rapportent, tu as 200. C'est quand même un bon échantillon. Dans les communautés, on a ce qu'on appelle les listes de bandes. On est capable de les faire au hasard, un échantillonnage au hasard qui te donne une force incroyable. On est capable de les cadrer par sexe, cadrer par âge, etc. Alors, tu es capable de savoir ce que les hommes pensent, les femmes pensent, les jeunes, ceux du milieu, les aînés, etc. Alors, c'est disponible. Il s'agit de demander au conseil de bande. Là. Puis, s'ils voient leur intérêt, tu as accès à ça. Moi, mes étudiants savaient qu'il n'y avait pas de subvention pour les recherches autochtones. C'est eux autres qui ont fait la subvention. Ils sont allés dans les communautés. J'ai sauvé l'idée d'aller demander au chef si je peux faire une recherche. Ils sont occupés de ça comme tel. Puis comme c'était des étudiantes en technolinguistique, ils ont fait la traduction recto-verso. Puis comme c'était des étudiantes en sciences de l'éducation, ils savaient que c'était important en éducation d'avoir une recherche autochtone dans ce domaine-là. Alors, ils sont allés. Comme ils n'étaient pas trop... Comme il était joli, j'ai pas eu grand refus. Alors, ça aide. Puis, il parlait la langue. Alors, ça amène un paquet de non-problèmes que tu peux avoir juste avec la question linguistique, surtout dans les communautés où la langue est parlée à des hauts pourcentages jusqu'à un certain point. Les comparaisons sont intéressantes. Il y a des similarités entre la Basse-Côte-Nord, entre les Cris, entre les Atikamekw, tous les groupes algonquiens. Il y a quand même, sans aller à rue de Bénédicte puis dire qu'il y a 3 ou 4 qualités qui nous rejoignent. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais il y a des patterns culturels qu'on peut voir, que beaucoup d'anthropologues ont fait. La recherche, on n'a pas dit ça, mais anthropologues et psychologues et d'autres scientifiques est très importante, parce que c'est pas tout le monde qui ont fait du terrain, là. Tu sais, les Spindler, je pense qu'ils ont passé 50 ans chez Menominee. Tu sais, moi, je n'ai même pas passé ça chez nous, là, alors, c'est quand même extraordinaire. Le danger, c'est comme la psychanalyse, là. Tu peux rester longtemps en psychanalyse. C'est payant pour le psychanalyste, mais c'est pas sûr que ça aide l'individu. Mais on peut voir que les rêves sont importants dans une culture comme dans l'autre. Dans les équivalences conceptuelles, vous savez, par exemple, nous autres en psychologie, je vais prendre ça, des concepts comme l'intelligence, la personnalité, c'est des concepts occidentaux, surtout américains. Hein? Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui travaille vite et qui est blessé. Ce que je veux dire, chez les Autochtones, quelqu'un qui travaille trop vite avec sa scie mécanique, là, il risque de rester là. Il y a une autre façon de travailler. Celui qui est bon dans le test, c'est lui qui fait le plus de problèmes le plus vite. Même ils ont des... ils minutent ça, etc. Alors que chez les Autochtones, c'est celui qui va le plus lentement puis qui est réussi. Comprends-tu? Sur 100, il peut en faire 20, mais ils sont corrects. Alors que l'autre va en faire 90, mais il y en a 30 qui ne sont pas corrects. Il va avoir une note plus haute. Il y a des conceptions différentes. Je comprends que les Américains veulent aller vite. Quand tu travailles à la chaîne, etc., là, c'est payant, c'est rentable. C'est les valeurs de la société occidentale, les valeurs analytiques à la Descartes, là. C'est très différent des valeurs autochtones qui sont plus holistiques. Vous avez juste à penser à la roue de médecine. Elle intègre le physique, les maladies, etc., la santé. Elle intègre le psychologique,
Elle intègre l'intellectuel, puis les émotionnels. Alors, c'est très complexe. Elle intègre les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes. C'est pour ça qu'ils sont colorés, etc. Puis elle intègre la roue, ça veut dire qu'on peut bouger à l'intérieur de la roue. Puis quand je parlais d'équilibration, c'est-à-dire de faire en sorte que l'intellectuel n'inhibe pas l'émotionnel, que l'émotionnel n'inhibe pas l'intellectuel, c'est ce qu'on appelle la connation, c'est-à-dire la motivation, l'émotion et l'intelligence, ça marche ensemble. C'est ça qui fait le moteur de l'individu. Karine, tu voulais ajouter une chose avant qu'on se lance à la dernière question? Oui, en fait, je pense que c'est une question ou une réflexion. Je pense que, tu sais, qu'il faut avoir. Moi, je considère les savoirs, puis je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, comme étant un bien commun. Maintenant, entre le partage, le transfert qu'on fait très bien, qu'on s'efforce de bien faire, tout ça, moi, ce que je trouve un peu parfois inquiétant, c'est l'utilisation de ces savoirs-là à des fins mercantiles, à des fins. Puis je pense que, tu sais, d'un point de vue autochtone, disons-le, bon, on ne fera pas la liste des cas, mais, tu sais, l'utilisation de ces connaissances-là à des fins privées, tu sais, on passera aux pharmaceutiques, par exemple, ou d'autres, tu sais, il y a des enjeux moraux à certains égards. Puis je pense que quand on parlait tantôt, tu sais, l'aspect sacré, c'est de se dire, c'est les recherches, les savoirs, jusqu'où tu sais, comment est-ce qu'on peut se permettre. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Fait que le caractère sacré, puis oui. la question de la propriété intellectuelle, puis la propriété communautaire, collective. Semble pas toujours bien harmonisé ou il y a une tension, justement. Juste parce qu'il y a différentes visions, tu sais, puis vous l'avez exposé, tu sais, quand on est rendu dans une société où le capital prime, puis que c'est le capitalo, tu sais, tropocène, là, tu sais, tout ça, bien, où est-ce qu'ils sont les savoirs dans ce contexte cette dynamique-là. On peut dériver. Ça peut dériver. Bien, ça va nous permettre de nous lancer vers cette quatrième question qui concerne vraiment le futur de la revue. Emmanuel a un petit peu mis la table tantôt en se disant, bon, une revue comme on a, qui est un outil qui a toute une histoire, qui a un contexte, comme on a pu le voir en début de session tantôt. Dans les années 70, comment c'était fait, qu'est-ce qui était possible, c'était quoi les possibilités à ce moment-là. Qu'on regarde aujourd'hui, maintenant, en 2021. 2021, on n'est pas encore rendu en 2022. En 2021, c'est quoi les possibilités? Puis qu'est-ce que, justement, rendre accessible la connaissance, rendre accessible partager ces connaissances-là tout en étant éthique aussi, la question de l'éthique que Karine vient de soulever. Donc, la quatrième question, je la répète, c'était en quoi et comment une revue scientifique peut-elle participer à ce processus d'accessibilité des connaissances et de responsabilité aussi? Moi, j'aime la bonne vieille Karine, là, moi, j'aime la bonne... J'aime la bonne vieille radio. Je sais pas, je suis nostalgique de la radio. Je sais pas pourquoi je pense à la radio en ce moment, mais je pense que peut-être qu'une revue comme RAC ou autre publication, tu sais, il faudrait peut-être ramener... Là, je sais qu'il y a des podcasts maintenant... C'est des balados, l'anglicisme, balado, mais je pense que la radio était comme tellement un médium puis encore aujourd'hui, dans nos communautés, en tout cas, c'est central. Je pense qu'elle peut être utile. Puis, tu sais, encore un peu dans une dynamique, on va dire, autochtone, on aime ça jaser, on aime ça se rassembler, on aime ça... Fait que je pense que tu sais, refaire vivre l'oralité d'une manière pour changer, puis de débattre, puis d'animer comme le faisaient nos aînés, puis le font encore, mais
moi, je pense qu'on pourrait refaire vivre ça d'une manière. La radio, oui, avec. En fait, la radio, c'est un médium chaud. Hein? On est enveloppé quand on écoute la radio, contrairement, mettons, à la télévision ou Internet, qui est un médium froid. Hein? C'est pas moi, ça vient pas de moi, là. Il y a médium chaud, médium froid. La radio est un médium chaud qui enveloppe les personnes, qui permet une immersion. Je trouve ça intéressant, justement, que tu dises qu'il y a des outils maintenant qui peuvent permettre de faire revivre ces modes de faire réexister l'oralité ou de la faire exister plus. Emmanuel, tu avais nommé tantôt avec l'oralité, le storytelling. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup parlé de ça. Je laisserai la parole à Jacques. En fait, j'ai beaucoup déjà parlé, puis j'espère qu'on va avoir le temps pour écouter. Oui, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir... on va ouvrir la discussion aussi. Je vais juste laisser Jacques proposer en quoi et comment une revue scientifique peut peut-être participer à ce processus. Donc... Écoutez, je vais dire les choses comme ça me vient, là, dans le sens que la revue, d'accord, elle est publiée dans certains kiosques, là, mais ce ne serait pas mauvais qu'il y ait comme des rencontres communautaires ou un esprit. Oui. Rencontres communautaires, oui. Parce qu'on explique les résultats de recherche. Tu sais, puis en parlant de recherche, il ne faut pas avoir peur des recherches expérimentales. Là, ça a l'air plus scientifique, mais il y a des tests de signification. Moi, si je me fais opérer, je veux bien savoir si j'ai une chance de survivre ou pas. Là, il y a des tests maintenant qui mesurent ça, là, comprends-tu? En psychologie, on est capable de savoir s'il y a une différence entre tel groupe par rapport à tel groupe et pourquoi. C'est quoi les forces de tel groupe par rapport à tel autre groupe, etc. Ça existe. Et peut-être pas présenter ça comme nécessairement dans la revue, mais prendre des éléments de recherche dans la revue, les mettre sous forme de poster et demander à des étudiants d'anthropologie ou même à des aînés anthropologiques d'aller. Ces gens-là connaissent les communautés, connaissent les aînés souvent. Et là, ils ont des terrains de 50, 60 ans, comme je parlais tantôt. Alors, les gens vont être intéressés à écouter ça. Finalement, il faut y aller par triangulation, par film, par poster, par plusieurs moyens. Puis s'il y a une convergence, ça veut dire qu'on a des chances d'avoir atteint c'est quoi les résultats d'une recherche qui est efficace. Justement, je vais ouvrir la salle à la participation à cette discussion-là sur l'avenir, en fait, d'une revue comme celle de RAC, la manière de regarder ce sera quoi les valeurs d'avenir, ce sera quoi les directions qui sont possibles de prendre, des exemples, par exemple, de bons coups qui ont été réalisés ailleurs, puis qui ont permis de faire en sorte qu'il y ait une diffusion, un meilleur partage, une meilleure participation. Donc, il y a en arrière, on va passer le micro. Il y a André Dudomaine. Je voudrais souligner une chose, c'est les 50 ans de recherche amérindienne au Québec et j'étais bien jeune quand les premiers numéros sont parus et il y a déjà le médium et le message. C'est pas toi, Caroline, qui a inventé ça. C'est la belle qualité graphique de la revue qui frappait. Les textes étaient inaccessibles pour moi, en tout cas à l'époque, mais ça donnait une fierté. Tu disais, mon Dieu, ça vient de nos cultures et ça a cette gueule-là. C'était pas du tout comme dans les manuels d'histoire, justement, qu'on avait à l'école. Et il y avait là quelque chose d'important et sans doute quelque chose à garder et à conserver. D'ailleurs, aussi une autre chose qui s'est faite, probablement inspirée d'une revue ancienne qui a disparu, qui s'appelait Terres en vue. Mais je vois qu'à partir des années 96, Recherche amérindienne a commencé à prendre des artistes autochtones contemporains. Et ça aussi, il y a quelque chose, il y a un langage dans l'art contemporain qui parle de l'actualisation, hein, comme disait Cléry tantôt. Kirkness tantôt, c'est quelque chose qui est important et qui situe.
Donc, là-dedans, effectivement, il y a déjà, au-delà du texte savant, une facture qui amène un résultat de recherche et de positionnement. Et aussi, chose importante, ça a été évoqué tantôt, c'est de positionnement, c'est le lieu d'où on parle. Et j'en profite parce que il y a une remarque que j'aurais aimé faire tantôt sur les sujets d'histoire excitants et sur le fait qu'on oublie souvent qu'il y a des choses qui ont été faites avant nous. Et souvent, moi, ce que je remarque, c'est que dans nos rencontres, on oublie quelque chose de fantastique qui s'est fait dans les années 60 et dans l'ébullition des années 60. C'est le pavillon des Indiens du Canada à l'Expo 67, Terre des Hommes, où deux grands géants, malheureusement disparus récemment, Max Gros-Louis, Andrew Delisle, étaient co-commissaires. Et ce pavillon-là parlait au « nous ». On rentrait, Jean-Paul Nolette nous accueillait et parlait de nous, les Autochtones, et vous rentrez dans notre pavillon. Et je sais que pour Max et Andrew, il a fallu qu'ils jouent des coudes pour pouvoir prendre ce positionnement, mais ils ont réussi à le faire et on leur a laissé faire. Ils étaient souvent des délégations, de ceux qui recevaient les délégations extérieures. Donc, quand on dit au Québec, on est arriéré, parfois on a été à l'avant-garde, et ça a été vrai à l'Expo 67. Et je trouve que cette histoire-là n'a pas encore été vraiment racontée, et surtout l'influence que ça a eue quand des adolescents autochtones, qui souvent venaient pour la première fois à Montréal et tombaient sur ce pavillon, comment c'était magnifique. Et sur cette scène, je me souviens, Alex Janvier, qu'on avait invité à Présence autochtone, avait dit que tout jeune artiste, on lui avait commandé une œuvre, mais l'œuvre était d'une facture tellement inattendue, elle devait être sur le fronton du pavillon. On l'a mis sur le côté parce qu'ils ont dit ça n'identifie pas un Indien, c'est trop moderne. Voilà. Merci beaucoup. Merci, André, pour ton commentaire. Il faut que je l'aborde parce qu'effectivement, je trouve que je n'ai pas eu le temps de le dire, mais je pense que c'est vous, j'ai lu ça quelque part, que vous aviez dit que l'art et les sciences, pareil. Dans le sens que, mais l'art a réussi à transcender plus que parfois les sciences. Fait que je pense qu'il faut comme peut-être s'inspirer des arts de l'art ou des arts, peut-être pour rendre le message. En tout cas. Merci, André. Très intéressant, cette page d'histoire sur le pavillon des Indiens. Plusieurs des œuvres, malheureusement, ont été détruites après l'événement en question. C'est bien dommage tout ça, mais je vais céder la parole à M. Pierre Trudel. Oui, merci. J'ai une question. Je me vois dans les années 80, Nicole était là, et d'autres, et puis on est 10 à l'entour de la table. Il y a 3 lecteurs qui ont lu un texte scientifique, qui nous rapportent le texte scientifique. C'était en ethno-linguistique athabascane. Et les 3 lecteurs étaient enchantés. José, je pense qu'il était là. C'était un très bon article. Nous, les 7 autres, on ne comprenait rien. Tout simplement de ce qu'il pouvait bien y avoir dans cet article scientifique-là. C'était, entre guillemets, du chinois. Et là, c'est venu la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on publie un article? Puis là, je me souviens, José avait dit, bah, il va y en avoir sûrement 2 ou 3 qui vont être capables de le lire, tu sais. Ah, on l'a publié. On l'a publié. La question, c'est celle-ci. Moi, je ne suis pas dans la recherche amérindienne, mais avec Marie, on avait la chronique actualité à un moment donné de Roméo Chagrin et d'autres. J'étais pour la diversité des textes. Hein. Mais est-ce qu'on devrait continuer à publier des textes de cette nature-là, aussi spécialisés, difficiles d'accès, mais à mon avis, qui peut être fondamental et découvert plus tard, 10, 15, 20 ans plus tard, y compris par des dénés qui veulent en comprendre mieux leur langue. Je dirais, même si je l'ai dit que je ne vous dirais pas quoi faire, moi je pense que oui, ça a sa place. L'idée, je pense qu'on parle de diversification.
Puis on parle de la complémentarité des deux approches, un peu comme, pour ceux qui connaissent Bernard Lacombe, anthropologue français, parle de la page gauche, la page droite. On veut que ça se réponde, mais c'est pas l'idée, c'est pas de jeter aux poubelles ce qui n'est pas accessible à tous, parce qu'il y a un besoin, on le sait, il y a un besoin, ça alimente la recherche. Fait que je pense que c'est pas de faire un choix, c'est juste d'ouvrir un petit peu aux autres potentialités. Moi aussi, je suis d'accord, parce que je pense que la revue ou toutes les revues scientifiques, elles sont là parce que c'est pour le devoir de mémoire, puis c'est important de conserver ça. Mais comme Manuel disait, je pense qu'il faut trouver d'autres façons de rendre ça accessible, tout simplement. Donc, je pense que c'est le legs, en fait, tu sais, tous ces écrits, ces recherches, c'est le legs à l'humanité et puis aux prochaines générations. Puis, tu sais, j'ai apprécié énormément. S'il n'y avait pas ça, je ne pourrais pas lire des trucs qui se sont écrits dans les années 40. Donc, tu sais, c'est important de garder ces traces-là. Autre question dans la salle, d'autres idées, bonnes pratiques, anecdotes pour faire rire tout le monde? Ah, oui, bien, Donna Savoie. J'étais au début comme secrétaire trésorier. Puis j'ai fait un bout. Ensuite, je suis parti travailler à Ottawa au ministère des Affaires du Nord de 1969 à 2006. Quand je regarde la recherche amérindienne aujourd'hui, les commentaires que vous avez dit, que j'ai entendus aujourd'hui, pour moi, c'est clair et précis. Il faut que la recherche amérindienne continue, ça c'est clair. Il y a eu plusieurs interventions qui ont dit, oui, je me souviens, M. Dudomaine disait tantôt, il fouillait là-dedans, la recherche amérindienne, des choses on devrait retourner voir qu'est-ce qui s'est publié. On est chanceux parce qu'il y a des gars comme Laurent Giroir sont encore ici, qui ont travaillé beaucoup, Bob Lanary et d'autres. C'est une mine de renseignements pour tout le monde, autochtone et non autochtone. Je pense que ça, c'est très important. Je voudrais juste dire, si on se met à justement ouvrir la place aussi pour la rencontre des deux mondes, le monde de la recherche, les mondes autochtones, je pense qu'il faut aussi penser à la diversification du niveau de traitement. Donc, de présenter aussi des matériaux bruts qui ne soient pas juste aller dans la vulgarisation. Tout à l'heure, je parlais de la vulgarisation graphique ou bien la représentation créative des données de recherche, mais je pense que ça peut être intéressant aussi pour que, je pense aux jeunes autochtones avec qui je travaille, les jeunes de Premières Nations, qui se reconnaissent à travers justement des matériaux qui ne soient pas nécessairement analysés par un œil universitaire, mais qui soient vraiment quelque chose c'est ça, des matériaux bruts, et puis que finalement le lecteur ou le spectateur soit mis en situation finalement qui résonne à ça, puis que lui-même soit mis en position d'anthropologue. Encore là, je n'invente rien là-dedans, mais avec des éléments de contextualisation. Mais je pense qu'on peut diversifier aussi le type de données présentées, pas juste les types de supports. Bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Vous êtes un public, ma foi, exceptionnel. Alors, merci Caroline d'avoir été aussi dynamique. Écoutez, en fait, je n'ai pas envie de vous laisser partir parce que je ne vais pas me retrouver tout seul dans les 10 prochaines minutes sur scène. Donc, vous pouvez rester là si vous voulez. On va faire des boucliers. Donc, j'ai la responsabilité, en tant que directeur de la revue Recherche amérindienne au Québec, de dire un mot de clôture de cette journée. D'entrée de jeu, je tiens déjà peut-être à préciser certains points que j'avais déjà eu l'occasion de préciser lors de réunions de crise qu'on avait réalisées avec Sylvie Vincent, Laurent Giroir, il y avait Gérald McKenzie aussi, Eric était là, Robert. On a eu 2-3 réunions de crise au Montréal Hot Dog sur le plateau Montréal, très tôt le matin à 8h, pour essayer d'expliquer certaines orientations prises par la revue Recherche amérindienne au Québec. J'ai expliqué, je n'ai pas réussi à convaincre, mais j'ai fait des tentatives d'explication et ce n'est pas mon objectif ce soir de clôturer en essayant de convaincre sur les changements qui vont être annoncés dans quelques minutes. Simplement de dire que peu importe ce que vous allez voir ou lire dans les prochaines minutes,
il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas changer. Peut-être c'est là-dessus que je voulais premièrement commencer. Et parmi les choses qui ne vont pas changer, il y en a toute une série. Je ne vais pas y penser, je ne vais pas penser à tout dire. André vient de le mentionner. Ça fait plusieurs décennies qu'on essaye quand même de valoriser les productions, les créations artistiques contemporaines autochtones à travers les pages couverture de la revue. La revue va continuer, tant qu'on peut, à être imprimée. Donc il y aura l'objet revue qui va toujours être là, valoriser les productions, les créations artistiques contemporaines sur ces premières pages. Une autre chose qui ne va pas changer, c'est que la revue va continuer à être une revue francophone, exclusivement en français. C'est quelque chose qui va à contre-courant. Si on parle, on en a entendu parler tout à l'heure avec Christian peut-être, ça va à contre-courant des mouvements actuels et de la pression qu'on peut avoir dans le monde de la recherche, où on a une internationalisation, publier en anglais, rejoindre le plus grand nombre. La revue va rester une revue francophone. La revue va également rester une revue au Québec. Ça va être une revue au Québec, du Québec, avec des chercheurs du Québec. Ça, ce sont des points qui marquent vraiment la continuité on va dire, l'héritage qu'on a reçu des fondateurs dont on a évoqué le parcours aujourd'hui. La revue continue de fonctionner avec une direction, un comité de rédaction, un comité international. La revue a des garde-fous et ne subit aucune espèce de pression de quiconque pour publier des articles ou pour ne pas en publier, si ce n'est celle qui est de l'expertise des évaluateurs externes et de l'expertise du comité de rédaction qui intervient sur la décision de publier ou non un article. La revue Recherche amérindienne au Québec va donc continuer à être une revue scientifique avec des articles publiés par les pairs, évalués en toute indépendance. Elle va aussi continuer à travailler avec l'autre organe, cet organe qui chapeaute en quelque sorte la revue, qui est la Société Recherche amérindienne au Québec. On a parlé de diffusion. La revue ne va pas pouvoir mettre en place toutes les idées qu'on a évoquées. Elle va peut-être pouvoir progresser sur certains enjeux, sur certains outils, certaines stratégies. Mais il y a la société qui a pour mission première de diffuser les savoirs sur les réalités autochtones. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Je me souviens d'avoir rencontré Gérald et Laurent en 2005, lorsque j'organisais un colloque à l'Université Laval sur les jeunes autochtones. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit on débarque avec une caméra, on va filmer le colloque pendant 2 jours. Ils ont débarqué avec la caméra, ils ont filmé pendant 2 jours. Et il y a un DVD qui avait été inclus dans le numéro sur les jeunesses autochtones en 2005. Donc il y a déjà des initiatives qui ont été prises pour essayer de rejoindre le plus grand nombre. Malgré le changement des politiques de financement, la revue a son indépendance. C'est pas parce que, alors c'est sûr, je suis là en tant que directeur aujourd'hui de la revue. J'ai eu l'honneur de prendre la succession de Denis Delage de l'Université Laval, qui lui-même avait pris la succession de Martin Hébert. Mais les organismes subventionnaires de la revue actuellement sont le Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada et les fonds Québec Culture, Recherche, Société et Culture, FRQSC. Donc un organisme fédéral et un organisme provincial. En aucun cas, ces 2 organismes ne sont liés au gouvernement. Ce ne sont pas des organismes gouvernementaux dans le sens où ils interviennent dans nos politiques éditoriales. On a des financements, mais on est tout à fait libre de fonctionner à travers notre structure de gouvernance pour publier les articles qui auront été évalués par les pairs. Donc, l'université en tant que telle n'est pas cet organisme qui va cannibaliser
en quelque sorte, la revue Recherche amérindienne au Québec, ni aucune autre revue. Il y a un principe d'indépendance. Une fois qu'on reçoit les fonds, on est totalement libre de les utiliser en fonction de ce qu'on a établi et formulé comme programme. Malheureusement, c'est vrai, et c'est là où ça a changé. On est tenu d'avoir une université qui gère administrativement les fonds qui sont octroyés. Donc le lien aux universités se situe précisément à ce niveau-là. Alors, tout ce préambule, pour vous parler de ce qui a un peu changé, de la continuité qu'on retrouve aussi, et ça j'espère que personne n'en doute ici, de toute l'équipe de recherche amérindienne au Québec. Éric Chalifou, qui est ici présent, infatigable. Ouais, on peut y aller, il est increvable. C'est lui qui vous harcèle quand vous êtes en retard dans les évaluations, etc. Donc c'est Éric qui attend vos retours. C'est la cheville ouvrière. Il n'y a pas de mots. Sans Éric, il n'y aurait pas de revue. Évidemment, on pense aussi à Marcel Roy, la réviseur linguistique, qui est là depuis, j'ai plus les chiffres exacts, 40 ans. Plus que, donc ça veut dire que 43 ans, Marcel Roy, réviseur linguistique de la revue. Oui. On a également, est-ce qu'il est là? Il n'est pas là, il est à l'accueil. François Girard. François. Chasseur, trésorier, artiste. Il veut pas. Tantôt. C'est parce qu'il attend de partager le verre. On a eu évidemment l'occasion de voir, de remercier plein de monde aujourd'hui. Je ne peux pas faire le tour. Je voulais vraiment particulièrement remercier cette équipe de recherche amérindienne au Québec qui va continuer. On a fait un hommage dans le mieux qu'on a pu aux fondateurs de la revue. Ces dernières années, on a entrepris un certain nombre de changements. On a entamé en fait une réflexion, évidemment, sur la mission et les objectifs de la revue. Ce processus de réflexion ne s'est pas fait en vase clos. Il s'est fait en dialogue avec un certain nombre de comités, de sous-comités. On a constitué avec Éric, Caroline Nepton-Hott, qui était également présente, 2 comités de consultation composés par des membres des Premières Nations du Québec, qui ont été amenés à se prononcer sur la mission, les objectifs de la revue, mais aussi sur son nom. Parmi ces personnes, on retrouvait Caroline Nepton-Hott, Karina Washish, qui est là également, Alexandre Bacon, qui est Innu, qui est donc du côté de Québec, Suzy Basile, Atikamek, Hélène Boivin, Innu, Machteoyach, Nancy Crépeau, André Dudemaine, qui est ici présent, Janet Marc, du côté de l'UQAT, Samuel Rainville, étudiant à la maîtrise à l'UDM, qui est ici présent également, et Cindy Wild notamment.
Ça, c'est le temps pour que j'annonce finalement ce qui doit être annoncé. Et ces consultations ont été complétées par des rencontres au sein du comité de rédaction, au sein d'un comité restreint, d'un sondage auprès des abonnés. Donc un petit rappel, si vous n'êtes pas abonné, ça va être le temps de vous abonner. Ça a été aussi l'occasion de consulter au niveau du comité international, avec un certain nombre de consensus, celui de la nécessité d'élargir les thématiques des enjeux autochtones à l'échelle internationale, et plus seulement dans les Amériques. Ça ne veut pas dire qu'on va publier en anglais, je le répète, ça veut dire qu'on élargit la possibilité de publier des numéros à l'international. Encourager une plus grande contribution des chercheurs, étudiants et experts autochtones au contenu de la revue, que ce soit par les articles scientifiques, mais aussi par d'autres types de contributions. On a mentionné la rubrique actualité, mais ça nous prend aussi des gens. Donc ça, c'est un autre appel. Si vous êtes motivé pour prendre une rubrique actualité, compte rendu de livres, évidemment, ça existe encore dans la revue, mais compte rendu d'exposition, la revue, évidemment, publie. Ok, je me dépêche, Laurent. En plus, c'est Laurent. Valoriser davantage les savoirs autochtones et les enjeux contemporains de leur transmission. Améliorer l'accessibilité et la diffusion de la revue auprès des groupes, organismes et communautés autochtones, mais aussi au sein de la société québécoise. C'était ça l'enjeu aussi de la discussion. On a eu plusieurs pistes qu'on va retenir, en tout cas qu'on va discuter. Choisir et adopter un nouveau nom pour la revue qui puisse tenir compte de l'évolution des débats scientifiques sur la pertinence d'utiliser certains termes. Donc on en est là. Il y a eu cette réflexion et de manière consensuelle, ces différents comités qui ont été constitués ont considéré un certain nombre de changements dans le nom, y compris en ce qui concerne l'utilisation du terme amérindien. Le terme amérindien, quand on reprend le numéro 2 publié en avril 1971 de la revue Recherche amérindienne, l'utilisation même du terme amérindien suscitait déjà à l'époque des débats au sein de la revue. On avait conscience que ce terme avait été adopté par une association d'anthropologues au début du siècle 1900. C'était notamment un explorateur, Powell, qui l'avait proposé. Ça, c'est bien expliqué à la page 43, 44, 45 du numéro 2 d'avril 1971. Je vois Pierre qui va chercher. Oui. Et il y avait déjà ce débat à l'époque. Voilà. Je pensais que tu mettais en doute ce que je disais. Tu as vérifié. C'est un terme, évidemment, on me posait la question, mais d'où vient cette pression au niveau du terme? Est-ce qu'on a eu une pression, quelconque pression pour changer le nom de la revue? La pression n'est pas une pression, je dirais, d'un quelconque organisme politique. C'est la pression de ce changement dans la société par rapport à l'évolution d'un débat. On s'est fait interpeller, évidemment, on a été interpellé par des débats. On se souvient, par exemple, au moment du débat sur le changement de terme au sein des manuels d'histoire. Je donnais cet exemple tantôt. Richard Martineau, un chroniqueur très connu à Québec, donc a sorti une chronique pour réagir à ces termes, à ce politiquement correct des termes, l'utilisation des termes indiens, amérindiens, etc. Et il y a eu une réponse de Ghislain Picard dans un article en 2018 qui expliquait finalement à Richard Martineau la non-pertinence de ce terme. Ça vient chercher plusieurs d'entre nous, l'utilisation du terme amérindien, non pas parce qu'on a une quelconque pression, mais on a un regard qui se pose sur nous. Sylvie Vincent a travaillé sur l'image des Amérindiens dans les manuels scolaires. Ces manuels scolaires changent, évitent l'utilisation du terme amérindien. Nos enfants, aujourd'hui, nous confrontent. Mes enfants, les enfants de plusieurs d'entre nous, nous confrontent sur l'utilisation du terme amérindien. Quand je dis je suis directeur de la revue Recherche amérindienne au Québec, ça a été un exemple qui a été donné également par Éric. Nos enfants nous confrontent sur cette utilisation. Donc c'est lié à
la mission de recherche amérindienne au Québec, de réfléchir à l'évolution des débats. Le terme qui a été adopté, le nom qui a été adopté n'est pas parfait. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui voudrait en discuter peut-être après, ou pas. Je ne prends pas les questions d'ailleurs, c'est Eric qui prend les questions. Et on a eu donc cette réflexion avec une proposition qui a été adoptée par les différentes instances de la revue. Revue d'études autochtones. Le logo a été réalisé par Terry Randy Awashish, un artiste designer atikamekw de la communauté d'Obidjouan. Et je vais vous lire un peu la signification, qui va peut-être vous réjouir ou apaiser la déception dans d'autres cas. J'ai parlé pendant 45 minutes, 1 heure avec Terry. Il nous a fait 3 propositions et l'ensemble des comités a choisi cette proposition-là, pour la simple raison que c'est à l'image, selon moi, de la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le lien entre ce qui a été fait, le plaisir de se retrouver ensemble aujourd'hui et la continuité de cette revue. Je pense qu'on a insisté aujourd'hui sur la continuité, c'est ça qu'on a essayé de rappeler dans le logo. En tout cas, c'est ça que Terry a essayé de rappeler dans le logo. Pour Terry, c'est une modification simple de l'ancien logo de RAQ. C'est un rappel du prédécesseur, c'est-à-dire que nous avons ici une forme circulaire qui peut rappeler celle d'un chaptoine, une forme à l'intérieur, un chaptoine. Pierre connaît bien. On se rassemble en échange à la place d'un carré, un lieu de rencontre et d'échange. La petite feuille, c'est comme ça que Terry voyait l'ancien logo. Il voyait une petite feuille déjà dans l'ancien logo. La petite feuille est reprise pour en faire un motif floral dans le centre. Cette nouvelle composition rappelle les mocassins. Donc nous avons un logo qui rappelle le passé, qui marque une plus grande présence autochtone, puis le mocassin qui reflète le symbolique de l'avenir par sa fonction de marcher vers l'avenir. En plus de pointer les 6 directions, 4 points cardinaux, monde du dessus, monde du dessous, les 6 petites feuilles, et c'est probablement là où on a la force de ces 50 ans, les 6 petites feuilles se veut un hommage aux 6 cofondateurs de la revue, Camille Guy, Charles Martin, Donna Savoie, Laurent Giroir, Rémi Savard et Sylvie Vincent. Un igloo, oui, dans la tête de Terry, c'était la forme plus chaptoine, mais ça marche aussi. C'est ça. C'est ça, exactement. On peut l'interpréter comme vous voulez. Alors, puisque je dois jouer le rôle de l'aîné, je vais terminer. Mais comme je suis très humble dans ce rôle, je vais faire une citation encore de Terry Awashish, et je vais encore parler du territoire. Terry disait, le territoire, pour nous, les Premières Nations, pour nous, les Atikamekw, c'est là, c'est le territoire nourricier où on trouve tout ce qu'on a besoin. J'ai besoin de venir étudier le graphisme. Je viens à Montréal et je vais ramener ça dans ma communauté. Et désormais, Montréal, c'est aussi mon territoire. Dernier main d'applaudissements, ça a été fait par Robert au début de la journée. Je veux juste le rappeler, le grand investissement de l'ensemble des personnes qui ont participé à l'organisation. Nicolas Wood, Simon Dabin, elle est où? Elle n'est pas là.
toute l'équipe d'organisation de ce colloque. Et je vous assure de la grande implication de l'ensemble des membres du conseil d'administration et du comité de rédaction pour poursuivre la mission originelle de la revue d'études et capitales.